Elle n'avait pas de nom, mais elle avait une histoire, celle d'un énième chien abandonné sans remords. Pourtant, le destin l'a mise sur notre route et nous sommes devenus sa famille d'accueil. Cette louloute dont je vous parle, c'est Kali, une magnifique griffon bleu de Gascogne, retrouvée errante, complètement amaigrie et très apeurée, que nous avons accueillie en tant que famille d'accueil en mai 2023. Mais qu'est-ce que c'est être famille d'accueil et en quoi ça consiste ? Laisse-moi te partager mon expérience au travers de l'histoire de Kali, notre protégée. Être famille d'accueil, généralement pour chien ou pour chat, ça consiste concrètement à ouvrir ta porte et ton cœur à un animal qui a terriblement besoin d'un nouveau départ. En gros, tu seras comme son maître ou sa maîtresse, mais l'animal restera rattaché à une association qui prendra en charge tous les frais. Vétérinaire, nourriture, toiletteur, éducation, bref, tout ce qui est lié à l'animal est pris en charge financièrement par l'association. Mais tu es tout à fait libre de participer financièrement également à la vie de ton protégé. C'est donc une forme de bénévolat en faveur de la cause animale. Il ne s'agit donc pas d'une adoption, mais bien d'une passerelle entre le refuge, voire carrément depuis la prise en charge de l'animal, jusqu'à son adoption définitive. Cette prise en charge nécessite une famille d'accueil comme destination pour pouvoir sortir l'animal de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Il s'agit généralement d'associations indépendantes, donc en dehors de la SPA, et ces dernières n'ont pas de refuge physique. C'est pourquoi il est crucial pour elles d'avoir des familles d'accueil qui font office de refuge. Ça permet généralement à un loulou qui est bloqué dans une situation délicate, voire dangereuse, d'en sortir et d'atterrir dans un nouveau départ, un nouveau foyer, pour pouvoir ensuite espérer être adopté et avoir une nouvelle vie. Pourquoi j'ai décidé d'être famille d'accueil ? Depuis toute petite, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir un chien. Mais vous connaissez la fameuse phrase des parents quand ils disent « Quand tu seras chez toi, tu feras ce que tu voudras ». Oui, mais quand j'ai eu mon premier chez moi, j'étais étudiante en alternance et clairement, j'avais pas le temps pour m'en occuper. Et puis, je savais même pas qu'on pouvait faire famille d'accueil. Mais peut-être que si j'avais su, j'aurais probablement été famille d'accueil pour chat. Peut-être. Et puis finalement, un jour, j'ai été dans la vie active et j'avais le temps, j'avais également l'argent pour avoir un chien. Mais comme moi et mon copain, on habitait en colocation, ce qui est d'ailleurs toujours le cas, c'était très délicat d'adopter un chien à ce moment-là. Parce qu'on n'y connaissait rien, on n'en avait jamais eu ni l'un ni l'autre, et puis honnêtement, mon copain, il était pas très chaud pour avoir un chien. Pourtant, en me baladant sur des groupes Facebook, j'ai fini par voir des gens qui faisaient famille d'accueil pour chiens. Je ne connaissais pas du tout et en me renseignant, j'ai fini par être convaincue du dispositif et j'ai fini par convaincre tous mes colocs et mon copain également. C'était un bon compromis. Ne pouvant pas avoir de chien définitivement, c'était l'occasion pour moi de pouvoir avoir ce compagnon de vie dont j'avais tant rêvé depuis petite sans m'engager sur du long terme. Toute la coloc étant partante, on s'est dit « let's go !» Pour moi, c'était une façon concrète de m'engager envers la cause animale, tout en pouvant bénéficier du plaisir qu'est d'avoir un chien dans sa vie, parce que aujourd'hui, j'ai mon propre chien et c'est vraiment un bonheur au quotidien. Et quand j'ai accueilli ma première protégée, ça a été également le cas, mais pas tout de suite. Avant de se lancer, il y a pour moi 3 questions principales à se poser avant de savoir si on peut être famille d'accueil ou non. La première question, c'est de se demander est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on est disponible ? Est-ce que notre planning nous permet d'avoir un compagnon de vie et de lui consacrer suffisamment de temps pour son équilibre, son bien-être et sa santé ? Cette question, elle n'est pas du tout anodine. Parce que quand on recueille un animal, eh bien, il faut savoir qu'au début, il faudra être très présent. Et donc, on ne peut pas se dire qu'on accueille un protégé et qu'on va aller travailler le lendemain, faire ses 8h, 9h et le laisser tout seul. C'est juste pas possible. Comme un chien, quand on vient de l'accueillir, généralement, on lui consacre beaucoup de temps. On fait en sorte de se mettre en télétravail ou de prendre des vacances carrément, parce que ça demande une certaine adaptation à l'animal pour pouvoir transitionner dans cette nouvelle vie. La deuxième, c'est est-ce qu'on est prêt à assumer une telle responsabilité, surtout quand le chien a déjà eu une première vie, potentiellement des traumatismes, et qu'on va devoir être challengé au quotidien, devoir gérer ça au quotidien. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on s'engage ? Parce que oui, c'est un engagement. Et c'est pas une fois que l'animal est à la maison qu'on se rend compte de la difficulté, qu'on dit finalement à l'association « débrouillez-vous, reprenez-le ». Ça peut pas se passer comme ça. C'est pour ça que c'est hyper important de réfléchir à cette notion de responsabilité et d'engagement. La troisième, c'est de bien prendre conscience qu'on n'est pas le propriétaire de l'animal. On est seulement son protecteur. Mais l'animal appartient à l'association, ce qui signifie que bien qu'on ait la main sur un tas de choses, l'association aura toujours le dernier mot. En d'autres termes, ce n'est pas votre chien, c'est seulement votre protégé. Dans les faits, il suffit simplement de se rapprocher d'une association indépendante puisque généralement elles n'ont pas de refuge physique et donc les refuges c'est les familles d'accueil, voilà pourquoi elles en ont vraiment besoin. Vous pouvez les appeler, vous pouvez leur envoyer un mail, les contacter sur les réseaux sociaux,
voire carrément aller les rencontrer en physique. Et oui, parce qu'il y en a plusieurs qui participent à des événements canins, des événements autour de la sensibilisation animale. Là, eh bien, vous avez l'occasion de discuter avec les bénévoles, leur poser toutes vos questions, vous présenter. Bref, c'est un super moyen pour créer un premier contact, aussi pouvoir poser toutes les questions qui vous permettront de décider si oui ou non vous voulez vous lancer dans cette aventure. Dans mon cas, c'est mon copain qui m'a emmené au WooFest, qui est un énorme événement canin qui a lieu dans des grandes villes comme Paris, comme Lyon, etc. Nous, dans notre cas, c'était à Lyon. Et là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'association Ronron, qui est une association de protection animale indépendante qui agit dans Lyon et sa région. Ça a été l'occasion pour moi d'échanger avec eux, savoir un petit peu plus en quoi consistait le fait d'être famille d'accueil, comment ils géraient leur famille d'accueil, me présenter le projet d'accueil que j'avais avec mes colocataires, mais c'était principalement moi qui portais le projet. On était d'accord sur le fait que c'est moi qui m'occupais du chien dans sa globalité. Je m'occupais des sorties, je m'occupais de l'éducation, etc. Bref, c'était comme si c'était mon chien, mais j'avais leur accord pour l'accueillir et elles étaient OK de prendre la main sur certains moments. Quand voilà, je finissais un peu plus tard ou des choses comme ça. Une fois l'échange terminé, je suis rentrée chez moi et le lendemain, une des bénévoles m'a appelée en visio afin d'en savoir un peu plus sur moi. Lors de cet échange, j'ai pu leur présenter l'environnement dans lequel nous vivions, quel était mon planning, comment je comptais m'organiser si j'accueillais un chien, qu'est-ce que j'étais prête à faire, si j'étais consciente de la responsabilité dans laquelle je m'engageais. Et puis en échange, moi j'ai pu leur évoquer les critères, entre guillemets. Donc j'entends critères. Attention, ne commencez pas à dire je veux telle ou telle race, hein. Ça marche pas comme ça. Mais plutôt les critères comme un chien de gabarit petit à moyen. Je suis d'accord. Moi, je m'en fichais de la race, je m'en fichais s'il avait un passé parce que je me doutais qu'un chien qui passe en famille d'accueil a potentiellement, voire très souvent, un passé. Bref, ça permet en fait de tâter le terrain et de voir ce que chaque partie peut comprendre de l'autre pour pouvoir proposer la meilleure option possible, le meilleur compromis. Et c'est le lendemain, je crois, que l'association m'a appelée pour me dire « Eh ben ça y est, on a un protégé à te confier. Une belle griffon bleu de Gascogne qui a un passé et qui va avoir besoin d'un nouveau départ. » Et c'est là où je suis passée de « OK pour être famille d'accueil » à « Bienvenue petit cœur dans ton nouveau chez toi ». Je précise que Kali, la protégée en question, avait déjà rencontré un vétérinaire. Pour sa petite histoire, elle a été trouvée dans la rue, complètement errante, par une dame qui promenait son chien. Et la malheureuse, en fait, était juste en train de suivre péniblement, avec le peu de force qui lui restait, cette dame. Et la dame ayant vu l'état du chien et ne voyant pas de propriétaire aux alentours, la chienne s'étant effondrée devant elle de l'histoire que j'avais eue, elle a porté la chienne et elle l'a ramenée chez elle. Elle l'a fait voir à un vétérinaire qui a constaté que Kali était très amaigrie. Elle pesait 13 kilos quand on l'a récupérée pour un gabarit qui devrait en faire 18-20, donc très maigre. C'est une chienne très apeurée et le vétérinaire avait constaté que pour différents symptômes qu'elle présentait, elle a sûrement été en errance pendant au moins une semaine, voire 10 jours. C'était un chien qui n'était ni pucé ni identifié et heureusement qu'elle a croisé le chemin de cette dame et merci énormément à cette femme de s'être retournée sur son passage, d'avoir pris conscience que cette chienne était en danger et de l'avoir sauvée puisqu'elle l'a clairement sauvée. Le vétérinaire avait évoqué qu'elle n'aurait pas tenu quelques jours de plus dans cette situation. Kali, qui n'avait pas de nom à l'époque, est donc restée quelques jours chez cette dame et sa famille, qui l'a gentiment accueillie le temps qu'une association puisse prendre le relais. Je précise que du coup, j'ai été au courant de l'histoire de Kali avant de m'engager, comme quoi elle avait été trouvée dans la rue, on ne savait pas d'où elle venait, et donc qu'il y avait des chances qu'elle ait des traumatismes liés à cette expérience, et probablement à d'autres expériences de vie qu'elle avait eues avant. Et c'était OK pour moi, j'étais prête à m'engager sur ce terrain-là, mais ça aurait été complètement OK que je dise que je ne me sente pas de prendre un animal qui a un passé aussi lourd, et l'association ne m'en aurait pas tenu rigueur. C'est complètement OK de se dire que, en tant que famille d'accueil, on ne se sent pas d'accueillir tel ou tel profil de chien. C'est là tout l'intérêt de l'échange avec l'association, évoquer ses critères, comme j'en parlais plus tôt, ce vers quoi on est OK de tendre, donc ce vers quoi on est OK de s'engager, et ce vers quoi on ne se sent pas de s'engager, et c'est complètement OK. Dans mon cas, je savais que mon protégé ou ma protégée allait sûrement avoir des traumatismes, j'avais bien ça en tête, et donc c'était OK pour moi d'accueillir ce profil de chien. L'accueil de votre protégé et les premiers jours. Quand je suis arrivée dans la famille où se trouvait Kali, ça n'a pas commencé du mieux qu'on pouvait. Kali était très apeurée, elle était traumatisée,
et elle commençait à peine à trouver ses premiers repères chez cette famille, que voilà qu'une nouvelle personne arrive pour la prendre et l'emmener dans un autre environnement. Quand je suis arrivée dans la famille, Kali m'a aboyé dessus pour me faire comprendre qu'elle voulait qu'on tienne nos distances. Elle me fuyait dès que je voulais faire un contact avec elle et elle voulait absolument pas qu'on l'approche. Donc je me suis dit, pour être hyper transparente, oulala, dans quoi je me suis engagée ? Parce que si la chienne ne veut pas de ma présence et de mon contact, comment je vais m'en occuper ? Comment concrètement je vais pouvoir accomplir ma mission de famille d'accueil ? Finalement, au bout d'1 heure, après avoir pris le temps de discuter avec la famille, de laisser la chienne sentir mon odeur, tolérer ma présence, etc., la poupette a finalement accepté que je la porte et que je la mette dans la voiture parce qu'elle était un peu faible musculairement, donc sauter dans une voiture, c'était pas trop dans ses capacités, raison pour laquelle je l'ai portée. Pendant le trajet, elle a été super et une fois arrivée à la maison, je la promène dans l'espace vert qu'il y a vers chez moi pour la détendre un petit peu, la relaxer, mais je la sens pas hyper en confiance avec moi. Elle ne sait pas qui je suis, c'est normal, et elle sait pas si je veux du bien ou du mal. Et ça, je vais beaucoup le ressentir. C'est une chienne qui est très en vigilance. En plus, c'est un chien de chasse, donc c'est un chien d'alerte. Je peux vous dire que quand elle aboie, on l'entend. Quand elle est stressée, elle va grogner. Et ça, elle va me le faire pas mal sur les débuts. Ça aurait pu me décourager, mais je me disais, c'est normal. Elle ne sait pas qui je suis et elle ne sait pas pourquoi je suis vers elle, pourquoi c'est moi qui tiens la laisse, elle ne sait pas. Donc, je ne lui en tiens pas du tout rigueur et je me dis que pour l'instant, c'est les débuts. C'est normal que ça se passe comme ça. L'association m'avait prévenu. Donc, je laisse faire. Je fais du mieux possible pour qu'elle se sente bien, pour que ses besoins vitaux soient répondus, pour qu'elle soit sortie et qu'elle fasse pipi, etc., dans les conditions les moins stressantes pour elle. Mais je ne vais pas forcer le contact sur les débuts. Une fois à la maison, je me rends compte d'un deuxième traumatisme possible pour elle après avoir été en errance, c'est que la poupette a peur des hommes. Elle a peur de la jante masculine. Et on s'en rend compte très vite, puisqu'elle aboie sur mon copain, elle tourne un petit peu autour de lui en aboyant, comme si c'était une menace, et elle fait pipi de stress. Donc là, on se dit, il faut qu'il s'éloigne pour l'instant, parce que là, ça lui fait trop pour elle. Donc il va s'éloigner et ça va se passer comme ça sur les premiers jours, premières semaines. La chienne ne va pas aboyer en continu sur mon copain. À un moment donné, elle va juste arrêter de le faire, mais elle va quand même tenir ses distances avec lui. Si je parle de ça, c'est parce que les débuts vont être difficiles et encore plus quand c'est un chien qui a un passif. C'est très volontaire d'en parler, je suis très transparente sur la situation, c'était dur, mais c'est aussi ça, être famille d'accueil, c'est être challengé. C'est pas le moment de se décourager parce qu'il y aura vraiment des situations parfois qui vont être compliquées à gérer. Mais vraiment, ça va s'améliorer avec le temps et je vais vous en parler justement. Mais sur les premiers temps, c'était la réalité, c'était dur. Ça fait partie du jeu, vous signez pour ça. Potentiellement, je dis pas que ça se passe comme ça dans tous les cas, mais potentiellement vous signez pour ça. Et puis un jour, il va se passer ça. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. C'est là où on comprend tout l'intérêt d'être famille d'accueil. On est passé d'une chienne qui était très apeurée, très amaigrie, très traumatisée, à une chienne qui a commencé à se sentir un peu mieux dans ses pattes, plus relaxée, plus accessible, et en fait beaucoup plus câline, beaucoup plus proche de l'humain. Bref, elle s'est doucement apaisée, et là a commencé le vrai travail. Et ça, c'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle la règle des 3. La règle des 3 représente 3 phases d'adaptation. Les 3 premiers jours, le chien est souvent perdu. Il peut être très calme ou très stressé. Il va observer les bruits, les odeurs, les gens. Il va essayer de commencer à trouver des repères comme il peut. Mais concrètement, les 3 premiers jours, c'est les jours les plus perturbants pour lui. Le plus important, c'est le calme, c'est la patience et c'est la douceur. On évite les visiteurs, on évite les excitations, on évite en fait de créer des perturbations et des stimuli trop fortes pour le chien. Vient ensuite la phase des 3 semaines. Après 3 semaines, le chien commence à comprendre son environnement et c'est là où il commence à révéler sa personnalité. C'est également à ce moment-là qu'on commence à se rendre compte des premières bêtises, des premières failles de comportement. C'est normal, le chien va tester, il va apprendre et il va prendre confiance. Et au bout de 3 mois, le chien se sent enfin chez lui. Il a compris les règles,
Il reconnaît sa famille et c'est là où un vrai lien commence à se créer. C'est là que le travail, l'éducation et la confiance portent leurs fruits. C'est là où on comprend que la règle des 3, elle est essentielle. Un chien a besoin de temps, pas de perfection. Si tu respectes son rythme, il te le rendra au centuple. Et c'est comme ça que je l'ai vécu également avec Kali. L'association est là pour vous accompagner du mieux qu'elle peut au quotidien, donc si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à vous tourner vers elle. Quand on est famille d'accueil, en moyenne, ça peut durer quelques semaines à quelques mois. Dans notre cas, nous avons accueilli Kali en mai 2023, juste avant l'été, et autant vous dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment des adoptions, c'était plutôt des abandons. Et résultat, l'association était surchargée. Ce qui a fait que Kali a finalement quitté notre foyer en septembre 2023 et elle est restée avec nous pendant 4 mois. À quoi ça ressemble une journée type avec son protégé ? Eh bien concrètement, ça se passe comme si vous aviez un chien à vous, sauf que vous avez des choses qui peuvent dépendre de l'association et qui peuvent être inclus dans votre planning. Je m'explique, si l'association estime qu'il faut faire un check-up vétérinaire, eh bien, vous voyez ensemble à quel moment vous devez le faire, mais c'est pas quelque chose qui est optionnel. Je le rappelle, l'association est décideur de la santé et la vie de façon générale du protégé, donc il faut se mettre en raccord avec elle afin de pouvoir proposer un suivi à l'animal, que ce soit d'un point de vue santé, d'un point de vue éducation, etc. Dans notre cas, ça n'a jamais été un problème. Évidemment, la chienne ayant besoin d'un check-up vétérinaire, d'aller au toiletteur ou autre, je me suis toujours organisée pour le faire dans les délais les plus convenables. On allait souvent au vétérinaire parce que la poupette ayant une santé fragile, un poids faible, ça faisait qu'elle avait souvent des petits soucis de santé, généralement des otites. C'est très courant chez les chiens qui ont les oreilles qui tombent d'avoir des otites, et donc Bibiche, elle en avait souvent qu'il fallait soigner, etc. Et donc ça nous a permis aussi de l'éduquer aux soins à la maison. On a eu notamment le droit à plusieurs séances d'éducation qui étaient prises en charge par l'association, dû à des soucis de comportement de Kali, notamment des pipis de stress, des aboiements à cause du passage qu'il y avait dans le couloir de l'appartement où nous vivons, et des petites choses comme ça. C'est des choses qui se sont réglées grâce au suivi de notre éducatrice, et je la remercie également pour le travail qu'elle a fait avec Kali, parce que ça nous a permis de régler plusieurs points et d'améliorer le quotidien tout en améliorant le bien-être de Kali. Au-delà du fait qu'il peut y avoir des traumatismes à gérer, même si c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des chiens qui sont très bien dans leurs pattes et qui changent de vie parce que par exemple le propriétaire est décédé, mais qu'à la base eux ils allaient bien, ils n'avaient pas de gros traumatismes ou de gros soucis de comportement, juste ils ont besoin d'un nouveau foyer. Ou bien les chiots par exemple, qui ont parfois un vécu qui est tellement court qu'ils ont pas forcément de gros problèmes de comportement ou des gros traumatismes. Là, je vous parle de difficultés qui peuvent arriver lorsqu'on est famille d'accueil, peu importe le profil du chien. L'attachement émotionnel, parce que oui, il y a un loulou chez vous, vous allez passer quelques semaines ensemble, parfois quelques mois, et donc forcément, vous allez créer un lien avec lui. Et, eh bien, je le rappelle, vous n'êtes que la passerelle entre le refuge et l'adoption définitive. Donc, il faut se préparer au fait qu'il y aura une séparation et que probablement vous ne le reverrez pas. Sauf si, révélation, plot twist, vous vous rendez compte que ce chien est génial. Que vous adorez votre vie avec lui, que vous pouvez lui fournir le temps, l'énergie, vous avez la capacité financière de l'accueillir et qu'en fait, vous êtes prêt à accueillir votre propre chien et que c'est lui. Si c'est le cas, foncez, parce qu'il faut savoir que quand on est famille d'accueil, on est prioritaire sur l'adoption du protégé. Ce qui veut dire que l'association va forcément vous demander si vous voulez l'adopter et vous êtes prioritaire. Si vous dites oui, c'est pour vous. En tout cas, ça marche comme ça pour la plupart des associations. Si dans le cas où, comme moi, vous n'avez pas la possibilité d'accueillir votre protégé, dans mon cas notamment, on changeait de colocataire, et en plus de ça, Kali était très stressée en ville, donc on ne pouvait pas l'accueillir dans l'environnement dans lequel on était. Et bien dans ce cas-là, il faut juste se dire que en permanence, vous n'êtes que le protecteur, vous n'êtes pas le maître, que ce n'est pas le vôtre. Et le fait de se dire ça au quotidien, dans l'expérience et dans l'aventure, ça vous permet de vous détacher un peu et d'éviter d'avoir trop mal quand il va partir, même si je ne vais pas vous mentir, moi ça m'a fait quand même quelque chose, j'ai pleuré parce que 4 mois avec ma louloute où on est passé d'une chienne très craintive à une chienne bien dans ses pattes, même s'il y avait encore du travail, et ça faisait que c'était compliqué pour moi de la laisser partir. J'avais créé un lien très fort avec elle et je savais que je pouvais pas lui apporter ce dont elle avait besoin, et donc la laisser partir c'était pas évident, mais je savais que je le faisais pour son bien. Décision du coup de la laisser partir qui était dure, mais
Aujourd'hui, j'ai aucun regret puisqu'elle coule de beaux jours heureux en Normandie. Elle a la chance d'aller à la plage très régulièrement et elle pèse désormais 22 kilos, cette grosse patate. Donc je pense qu'elle vit très très bien là où elle est avec son adoptante qui est merveilleuse. J'ai eu l'occasion évidemment de la rencontrer et c'est une femme absolument géniale, donc aucun regret. Autre difficulté, comme je l'évoquais, c'est les soucis de comportement. Il peut y avoir des aboiements, des pipis de stress ou autres comme on a eu pour nous, voire d'autres problèmes de comportement. Un chien qui, par exemple, peut montrer de l'agressivité ou un chien qui, à l'inverse, n'arrive pas à aller vers ses congénères, n'arrive pas à aller vers les gens et tout le temps recroquevillé dans son coin. Eh bien ça, c'est des choses qui se travaillent, heureusement, mais ça va demander quand même beaucoup d'implication et d'efforts de la part de la famille d'accueil. Autre situation, vous partez en vacances et vous ne pouvez pas l'emmener. Ça arrive et c'est ok. Vous confiez du coup l'animal soit à votre cercle proche, mais pensez à toujours avertir l'association. Elle doit toujours savoir où se trouve l'animal et avec qui. Soit vous ne pouvez pas, vos proches ne peuvent pas, et bien à ce compte-là, n'hésitez pas à vous tourner vers les bénévoles de l'association qui, eux, peuvent tout à fait relayer en interne avec les autres bénévoles qui y sont un message pour dire que voilà, vous cherchez de telle date à telle date quelqu'un qui pourrait prendre la relève avec votre protégé le temps que vous partiez en vacances ou que vous ayez un imprévu ou quoi que ce soit. Et généralement, ça fonctionne plutôt bien. Une des difficultés aussi qui est très importante à prendre en compte, c'est le stress et la fatigue. Parce que quand on a un chien qui a un passif, donc là je parle bien dans le cas d'un chien qui a un passif, notamment un lourd passif, eh bien il va falloir beaucoup de patience, beaucoup d'amour et beaucoup de sang-froid. Parce qu'il y a des situations où voilà, le jour où ça veut pas, vous essayez mais en fait le chien n'est pas réceptif au travail que vous essayez de faire avec lui, ça va peut-être vous agacer, comme quand on a son propre chien en fait. Il y a des jours avec, des jours sans. Et quand on travaille sur des gros traumatismes, eh bien parfois, ça peut être épuisant. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers l'association, à demander de l'aide, à expliquer, discuter ensemble comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Moi, je sais qu'il y a eu des jours où ça a été très dur avec Kali parce que, je la sentais stressée ou je la sentais pas bien et puis moi, du coup, ça me mettait mal ou alors moi, j'avais passé une mauvaise journée et du coup, je voulais pas contaminer la chienne avec mes énergies négatives et donc, dans ces cas-là, il faut vraiment beaucoup de sang-froid, beaucoup de recul sur la situation. Il y a des moments où je me disais que j'étais pas la meilleure famille d'accueil pour Kali, que elle aurait été bien mieux ailleurs finalement, que je me suis remise en question, j'ai douté de moi. Et puis finalement, ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi, ça a été l'association qui était là pour moi. Et puis, tout simplement, le fait que je me suis dit, mais en fait, elle a personne d'autre que toi, elle n'a nulle part où aller. Et heureusement, en fait, que tu étais là pour l'accueillir à ce moment-là. Donc, ne te dévalorise pas trop. Peut-être que tout n'est pas parfait, mais au moins, tu peux donner un nouveau départ à cette louloute, mais il y a quand même des moments où j'ai douté, et c'est ok de douter, il y a des moments où vous allez peut-être douter aussi. Des situations compliquées, il y en a, mais il y a aussi des très très belles situations, des très beaux moments, et ça honnêtement, je pense que ça fait partie du meilleur de l'expérience. La plus belle chose et la plus belle réussite que j'ai eue, c'était ça. C'est vraiment sentir qu'on contribue au changement d'une vie entière, offrir de son temps, de son implication, de son énergie, pour permettre en fait à un animal d'avoir un nouveau départ et de repartir sur des bases sereines, de redonner confiance en l'humain. Ça, c'est vraiment la meilleure partie du job, si je puis dire. C'était du travail, mais ma poupette d'amour, je l'ai adorée. Quand je revenais à la maison, elle me faisait la fête, elle me faisait des câlins sur le canapé. Elle a même fini par faire des câlins à mon copain sur le canapé et à accepter sa présence, à l'apprécier. Ça a mis du temps et il a fallu beaucoup d'amour et de patience pour en arriver là. Mais quand on voit ça et quand on voit que son protégé, on lui a donné un nouveau départ. En tout cas, on a fait de son mieux pour lui donner le meilleur des nouveaux départs.
Ça, c'est juste merveilleux. Lors de cette aventure, je me suis sentie utile, j'ai senti que j'avais contribué au changement d'une vie et j'avais contribué à un nouveau départ pour Kali. La personne qui l'a adoptée m'a dit « Je sais qu'elle est craintive envers moi puisque quand elle l'a rencontrée, Kali lui a aboyé dessus, mais elle m'a dit « Quand je vois comment elle est avec vous, je ne m'inquiète pas que ça aille mieux plus tard parce que je vois le travail que vous avez fait avec elle et je suis persuadée que ça porte ses fruits. » Et quand elle m'a dit ça, cette dame, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi et ça m'a vraiment boostée parce que ça a clôturé tous ces 4 mois de travail, de challenge, de difficultés, mais aussi d'amour, de patience, etc. C'était vraiment la plus belle des conclusions que je pouvais avoir. Mes conseils si tu hésites à faire famille d'accueil. Bien, premièrement, renseigne-toi auprès de l'association dont tu veux faire partie. Discute avec les bénévoles, avec des familles d'accueil actuelles. N'hésite pas à aller chercher un maximum d'informations pour savoir si l'association fonctionne de la façon qui te correspond. Et puis, si en fait les échanges avec les autres familles d'accueil, par exemple, te confortent dans l'idée que oui, tu es prêt ou non, ce n'est finalement peut-être pas pour toi ou ce n'est peut-être pas le bon moment. Tu peux également commencer par un profil facile, puisque dans mon cas, Kali n'était pas un profil facile, mais j'aurais pu tout à fait dire à l'association que je ne me sentais pas. Le conseil aussi que je pourrais donner, c'est de ne pas culpabiliser, parce qu'il y aura des moments faciles, d'autres qui seront moins faciles, et c'est pas parce qu'on fait pas tout parfaitement et que tout ne se passe pas comme on voudrait qu'on fait de la merde. Donc voilà, être famille d'accueil, c'est juste super. Si on aime les animaux et qu'on a envie de contribuer à la cause animale, c'est un moyen très concret d'agir. Du coup, je vous ai partagé mon expérience au travers de l'histoire de Kali, qui n'a pas été la seule chienne qu'on a accueillie. On a accueilli également un deuxième chien, un chiot, mais cette fois-ci c'était en urgence, c'était juste après Kali. Et on a eu finalement ce petit chiot pendant une semaine qui a été absolument adorable et tout ce qui s'ensuit. Et il a finalement transité dans une famille d'accueil définitive entre guillemets, puisque nous on était là juste en secours. Et anecdote, finalement cette famille d'accueil l'a adopté. Donc comme quoi, ce que je disais plus tôt, on peut tout à fait adopter son protégé et aujourd'hui le petit pépère vit sa meilleure vie dans cette famille d'accueil qui est donc sa famille définitive. Ça a été une super aventure pour moi, ça a été une super aventure pour nous avec mon copain et c'est une expérience qu'on n'a pas réitérée tout simplement parce que à la suite de ça on s'est senti prêt à accueillir notre propre chien. Ça nous a vraiment conforté dans l'idée qu'on était en capacité financière, en capacité de temps, capacité d'amour, en capacité d'énergie, d'éducation, on était prêts, on se sentait prêts. Et donc, à la suite de ça, nous sommes partis en refuge et nous avons adopté notre merveilleux bébé chien, qui n'est plus si bébé, Moshi, qui est donc notre adorable border collie, qui nous a rejoints dans notre famille quand il avait 1 an. Et voilà, ça a été la belle finalité de cette histoire. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, n'hésite pas à la partager, c'est un sujet qui a vraiment besoin de visibilité. Aujourd'hui, les associations manquent en continu de familles d'accueil, que ce soit pour chiens ou pour chats. Si c'est une aventure qui te tente, eh bien, n'hésite pas à te rapprocher de l'une d'elles. N'hésite pas à en parler autour de toi. Peut-être que tu connais des gens à qui ça correspondrait. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ce dispositif. C'est l'occasion de leur faire découvrir. C'est aussi pour moi l'occasion d'inviter les personnes qui ont été familles d'accueil pour chiens ou pour chats à partager leur expérience dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre ressenti, comment ça s'est passé. N'hésitez pas aussi à mentionner le nom de l'association et dans quelle région vous étiez. Ça pourra donner un peu de visibilité à ces assos qui peinent à en avoir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas, accueillir un chien en famille d'accueil, ce n'est peut-être que quelques mois pour vous, mais pour lui, c'est lui dessiner un espoir pour une nouvelle vie.